Bonjour à tous, chapitre 20, la gestion active de la trésorerie. Sur la première page, vous avez deux situations différentes. Dans la première, la responsable de l'entreprise indique à l'un de ses employés qu'elle ne peut lui acheter une pièce avant 3 semaines car elle a un manque de trésorerie. C'est une situation inconfortable pour l'entreprise. Et dans la seconde situation, vous avez un responsable d'entreprise qui présente à ses associés le bilan de l'utilisation de la trésorerie, de l'augmentation de capital qu'il avait réalisé l'année précédente, et 80% de cette augmentation est toujours en trésorerie. Concrètement, dans la première situation, le manque de trésorerie peut mettre en difficulté la société, et dans la seconde, certains associés auraient sans doute préféré garder l'argent sur le compte personnel plutôt qu'ils dorment sur le compte de l'entreprise et ne servent pas à investir. En synthèse, nous pouvons donc dire qu'un manque de trésorerie est nuisible à la bonne santé financière de l'entreprise. En revanche, avoir un excédent de trésorerie n'est pas non plus une situation idyllique si cette trésorerie n'est pas utilisée correctement. Ce chapitre va être divisé en deux parties. En première partie, trouver des financements et dans la seconde partie, trouver des placements financiers. Dans cette première partie qui consiste à trouver des financements car nous avons un besoin de financement, nous verrons qu'il y a des financements qui nécessitent l'utilisation des créances commerciales que nous possédons et que nous remettrons en banque. Qu'il existe également des moyens de se financer auprès des banques sans forcément remettre des créances. Et finalement, qu'il y a d'autres moyens de financement qui ne passent pas forcément par le système bancaire. Alors, on va d'abord étudier les escomptes. Alors, les escomptes, c'est le fait simplement qu'une entreprise va remettre à sa banque avant la date d'échéance des effets de commerce et en contrepartie, la banque fera une avance de trésorerie à l'entreprise. Je précise bien que l'entreprise cède les effets de commerce. En effet, en cas d'escompte de la traite, le bénéficiaire devient la banque. Cette cession d'effets de commerce va forcément entraîner des frais. L'escompte est une forme de crédit à court terme qui permet en fait de mieux gérer le poste client. Le but est d'anticiper le paiement du client en cédant notre effet de commerce à la banque qui nous versera les fonds avant que le client ne règle. La créance client qui était présente au bilan à l'actif sous forme d'un effet de commerce va ainsi disparaître de notre comptabilité. Cela permet d'améliorer le besoin en fonds de roulement. Vous avez bien compris, l'opération fait diminuer le montant des créances clients. Or, si le tiré, c'est-à-dire le client, est insolvable, la banque qui cherche à se faire payer a le droit de se retourner auprès de l'entreprise qui reste solidaire de son client. Juridiquement, l'escompte d'un effet de commerce n'est pas tout à fait une cession de créance et supporte le même risque de non-paiement qu'une créance client classique. Par conséquent, dans les documents comptables de l'entreprise, les ENE doivent apparaître dans les annexes. Lorsque nous établirons certains documents financiers, comme le bilan fonctionnel, il conviendra de réintégrer les ENE aux créances clients. Le crédit de mobilisation de créances commerciales est une technique de financement à court terme. Elle consiste pour une entreprise à se confier à un cessionnaire, c'est-à-dire généralement une banque, dans le but d'obtenir une avance sur des créances qu'elle possède. Pour faire simple, l'entreprise va présenter à la banque un ensemble de créances et parmi ces créances, éventuellement, des créances bénéficiant d'un effet de commerce peuvent également être proposées. Toutefois, dans ce cas-là, l'entreprise doit signer une déclaration d'option qui suppose une renonciation à l'escompte commercial. Cela signifie que l'entreprise perd l'option de remettre l'effet à l'escompte, c'est normal puisqu'elle l'utilise pour obtenir un crédit à partir du crédit de mobilisation de créances commerciales. Elle ne pourra pas faire les deux, c'est logique. Donc je vais présenter un ensemble de factures à ma banque qui en échange me proposera un billet à ordre. Les clients me rembourseront et avec ce remboursement, je pourrai à mon tour rembourser le billet à ordre auprès de ma banque. Je me dois toutefois de vous rappeler que le crédit accordé par la banque correspond principalement
au montant des créances de l'entreprise, déduction faite des agios, c'est-à-dire de la rémunération de la banque. Ce seront principalement des intérêts et des commissions. Et oui, vouloir à tout prix anticiper le règlement de nos clients suppose un coût. Nous allons maintenant passer à la loi d'Aï. Donc, c'est une technique de crédit qui permet à une entreprise, quelle que soit sa forme juridique et son secteur d'activité, de mobiliser la part de son poste client qui n'est pas représentée par des effets de commerce. Retenez bien qu'il s'agit des factures sur lesquelles il n'y a pas eu d'effet de commerce. Peut-être que le client n'a pas voulu payer sous cette forme-là. Donc, cette technique de financement permet à une entreprise de bénéficier de crédits en contrepartie de la production de factures représentatives de créances sur ses clients ou, attention, de créances sur des collectivités publiques, que ce soit l'État, la région, le département ou la commune. En effet, par exemple, il est possible de mobiliser une créance sur un client, une subvention obtenue mais non encore versée, ou même un crédit de TVA ou une indemnité d'assurance due mais pas encore réglée par la compagnie d'assurance. Encore une fois, nous allons passer par un établissement de crédit, c'est-à-dire une banque. La cession est matérialisée par la création d'un bordereau d'AI reprenant les caractéristiques des créances cédées. Il faut bien sûr notifier la cession au débiteur. Il faut également que le cédé, donc le client de notre entreprise, s'engage non plus à nous payer nous, mais la banque. Mais s'il accepte, le cédé ne peut plus invoquer d'éventuels litiges avec son fournisseur, avec notre entreprise. Ça veut dire qu'il reconnaît vraiment qu'il a cette créance-là et qu'il ne se retournera pas contre l'entreprise. Ainsi, le client devra régler sa dette auprès de l'établissement de crédit, auprès de la banque. L'entreprise, en fait, se décharge totalement de l'encaissement de cette créance. Pour être bien clair, il n'est pas du tout obligatoire que le banquier avertisse le client de l'entreprise qu'il a été cédé. Toutefois, c'est beaucoup plus simple pour être sûr que le client paiera bien à la banque, il faut quand même l'avertir, et d'autre part qu'il ne fera aucune réclamation au niveau de la facture qui lui est réclamée, du montant qui lui est réclamé. C'est pour ça que généralement, on avertit le client de l'entreprise qu'il a été cédé. C'est le seul petit problème puisque ce client ne pourra plus se retourner contre l'entreprise qui lui a vendu la marchandise ou réalisé une prestation de service. Il a accepté, donc du coup, il devra payer absolument à la banque. Depuis tout à l'heure, les techniques que nous avons étudiées devaient mobiliser des créances, donc donner des créances à sa banque afin d'obtenir une avance de fonds. À partir de maintenant, les différentes techniques que nous allons voir ne mobilisent plus des créances. C'est ce qu'on appelle obtenir des crédits en blanc. Par exemple, les découverts, des crédits spot ou des facilités de caisse. Et nous commencerons par les facilités de caisse. N'oubliez pas que les différentes techniques que nous étudions doivent permettre d'équilibrer la trésorerie, de retrouver une trésorerie positive. Pour faire simple, une facilité de caisse est une permission de découvert accordée par une banque. Ce crédit est accordé par la banque qui précise au préalable par écrit les conditions d'utilisation en durée et en montant ainsi que les taux d'intérêt qui seront pratiqués. De façon générale, la durée d'utilisation de ce crédit est fixée à 15 jours au maximum. Retenez bien, c'est une grosse différence avec un découvert classique, donc 15 jours mensuellement. Ce qui signifie que le compte banque de l'entreprise doit au moins être positif 15 jours durant le mois. À titre d'exemple, un retard de paiement d'un client peut mettre un chef d'entreprise en difficulté dans la mesure où ces sommes étaient destinées pour lui à payer les salaires des employés. Dans ce cas, il peut demander à la banque une facilité de caisse. Ensuite, quand le client paiera l'entreprise, il pourra rembourser cette facilité de caisse. N'oubliez pas que c'est un crédit vraiment sur une courte durée. Un découvert bancaire est une forme de financement qui permet à une entreprise de continuer à vivre en cas de solde de trésorerie négatif. Pour faire simple, votre banque va vous fournir une autorisation de découvert sur une période qui peut être comprise entre 1 et 12 mois. Vous voyez, c'est bien au-delà des 15 jours des facilités de caisse.
Il y a quand même deux grosses différences entre le découvert et la facilité de caisse. Avec le découvert bancaire, vous avez en fait l'autorisation d'être débiteur pendant toute la période de l'accord, donc pratiquement un an. En revanche, si vous avez choisi une facilité de caisse, vous ne pourrez pas être découvert plus de 15 jours par mois au maximum. Cela signifie que vous devez avoir des rentrées d'argent suffisantes pour combler régulièrement cette facilité de caisse. Alors, demander un découvert bancaire à sa banque pour une entreprise, c'est intéressant, mais le problème, c'est qu'il va forcément y avoir des intérêts, rien n'est gratuit. Donc, vous allez devoir payer des intérêts à votre banque, ce qu'on appelle des agios. Vous risquez également d'avoir des frais de dossier, mais également ce que l'on appelle des commissions du plus fort découvert. Je vais vous montrer un petit exemple. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, la société a rencontré plusieurs périodes de découvert. La commission du plus fort découvert va se calculer sur le découvert le plus important de la période. Ici, il s'agit de la période entre le 23 mai et le 28 mai. Nous avons 6 jours de découvert. Toutefois, le plus fort découvert ne se calcule pas sur une durée, simplement sur le montant. Donc nous avons ici 31 000 € de découvert, fois le taux qui est de 0,05% proposé par la banque, ce qui nous fait un plus fort découvert de 15,5 €. À cela, forcément, il faudra ajouter d'autres intérêts, qui eux pourront être calculés par rapport à la durée de ce découvert bancaire. Alors on appelle crédit spot une avance de trésorerie d'un montant très important consenti sur une durée allant de quelques heures à quelques mois, généralement 3 mois au maximum, pour financer généralement une opération précise. Son montant peut être utilisé par tranche, on n'est pas obligé de prendre tout de suite le montant proposé par la banque, on peut le faire par tranche, par petits morceaux. Il est destiné par exemple à une entreprise qui a besoin de finaliser une opération. C'est un petit peu une sorte de billet à ordre où l'entreprise peut venir tirer sur un fonds ouvert auprès de sa banque des fonds pour financer une opération. Forcément, ce n'est pas gratuit. Le taux de ce crédit qui sera accordé par la banque correspond généralement au taux de refinancement de la banque sur les marchés monétaires, sur le marché monétaire, surtout le marché interbancaire. À ce taux, forcément, la banque va prendre une marge. Le crédit spot est généralement d'un montant assez conséquent, autour de 700 000 €, mais il peut aller bien au-delà des 700 000 €. Il existe également ce que l'on appelle le crédit revolving, ou en français crédit renouvelable. Donc dans le terme, on a déjà compris en quoi cela consistait. En fait, c'est une forme de crédit qui consiste pour la banque à mettre à disposition de l'entreprise qui en fait la demande une somme d'argent qui est réutilisable au fur et à mesure de son remboursement pour financer des achats. C'est une sorte en fait de crédit, on peut dire, à la consommation. On est totalement libre d'utiliser ou non le capital qui est mis à disposition et on le rembourse un petit peu quand on veut, mais il faut savoir que quand on l'a remboursé, ça permet à nouveau de l'utiliser. C'est un crédit qui se renouvelle. On peut grossièrement associer ce crédit revolving à une réserve d'argent disponible qu'on pourra utiliser quand on le souhaite. En fait, un emprunt qu'on peut réaliser quand on a envie. Et une fois qu'on l'a remboursé, une nouvelle fois, il nous est accordé par la banque. Faites bien attention, j'ai modifié un peu mon poli car c'était pas clair entre le crédit revolving et la ligne de crédit. En fait, la ligne de crédit fait partie du crédit revolving. Le crédit revolving peut se présenter de deux manières. Donc la ligne de crédit, c'est vraiment ce que je vous expliquais, c'est-à-dire du crédit renouvelable, mais ça peut être aussi des cartes de crédit. Alors ça ne concerne pas vraiment l'entreprise, c'est plutôt les particuliers qui peuvent avoir ce type de produit, par exemple chez Cofidis. Alors ensuite, on peut passer au niveau au-dessus avec les enveloppes multicrédits. En fait, ce sont des crédits revolving, mais sur des durées assez longues, de 5 à 7 ans par exemple, qui sont assortis d'options de financement qui peuvent prendre la forme d'avances bancaires ou des billets de trésorerie que l'entreprise peut tirer sur sa banque. Donc ce genre de produit, franchement, est assez complexe et c'est réservé surtout aux grosses entreprises, voire des entreprises internationales qui ont besoin de très grosses lignes de crédit. On utilise en fait le terme de crédit de campagne, mais c'est simplement une autorisation de découvert qui est anticipée et autorisée par la banque. Si on prend un exemple, vous prenez l'activité
agricole ou viticole, avant la commercialisation du produit fini, par exemple du vin, il faut financer les récoltes, financer les stocks. Donc la banque va faire une avance. Finalement, il nous reste ici à étudier le crédit warrantage, aussi appelé le crédit stockage ou crédit warranté. C'est un système de crédit en fait rural, donc dans les campagnes, qui consiste pour une organisation paysanne à obtenir un prêt en mettant en garantie leur production, donc de blé, de riz, de maïs. Ce système en fait permet aux petits producteurs d'éviter de vendre leur production lorsque les prix sont bas. Donc ils mettent en fait leur récolte sous une forme de garantie auprès de la banque. Et dans ce cas-là, la banque va leur accorder en plus un crédit. Donc deux avantages, ils ne vendent pas au moment où les prix sont les plus bas, ils peuvent attendre. Et la banque leur accorde un crédit pour tenir jusqu'à ce que les prix remontent. En fait, dans cette opération, il y a trois parties. Le premier, c'est le producteur. Son but, c'est de chercher à stocker sa production et obtenir un crédit, puis à vendre sa production lorsque les prix auront remonté. On a ce qu'on appelle l'entreposeur, celui chez qui on va stocker les productions après avoir effectué des traitements nécessaires pour garantir leur qualité. Son rôle est en fait de consigner les entrées et les sorties des stocks et de délivrer un document, ce qu'on appelle le warrant, qui certifie que le produit est bien stocké, la quantité et la date. Et enfin, on a l'émetteur de prêt, c'est-à-dire généralement une banque qui accepte justement de reconnaître la garantie des biens qui ont été déposés et d'effectuer un prêt au producteur qui en fait la demande. Nous allons à présent nous intéresser au financement non bancaire. Le premier d'entre eux, le crédit inter-entreprise. Il est recommandé d'essayer de négocier avec ses fournisseurs les délais de paiement les plus longs. Rappelez-vous de la gestion du BFRE, on essaie toujours à ce que les clients payent rapidement et nous essayons de payer le plus tard possible nos fournisseurs. Il y a quand même des règles à respecter. Vous voyez qu'en 2009, il y a eu la loi LME. Donc cette loi-là impose en fait un plafond de paiement conventionnel de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ou 45 jours fin de mois. Cela veut dire que si nous sommes par exemple le 1er janvier, je vais jusqu'à la fin du mois, cela me fait 30 jours, je rajoute 45 jours, on peut aller à un maximum de 75 jours. C'est déjà beaucoup. Depuis, il y a eu la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Et M. Macron a voulu un petit peu réduire ses délais de paiement. Il impose maintenant des délais maximum de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Attention, une dérogation est possible. On peut rester à 45 jours fin de mois, à condition que cela soit écrit dans le contrat. Et surtout, qu'il n'y ait pas d'abus manifeste de la part du client qui peut se retrouver en position de force. Pensez aux grandes surfaces lorsqu'elles négocient avec des petits producteurs. Penchons-nous maintenant sur l'affacturage. C'est une technique de gestion financière qui permet à un établissement spécialisé, que l'on appelle l'affactureur en français ou le facteur en anglais, de prendre en charge le recouvrement des créances d'une entreprise dans le cadre d'un contrat. Le facteur, c'est-à-dire la société d'affacturage, a la possibilité d'accepter ou non les créances qui lui sont proposées par l'entreprise qui veut vendre ses créances. C'est ce qu'on appelle donner son agrément. Alors, généralement, le facteur, quand il rachète des créances, il ne donne pas à l'entreprise qui a vendu la totalité de la créance qu'il a rachetée. Forcément, il va se garder une marge de manœuvre. C'est ce que l'on appelle le fonds de réserve. Au cas où justement le client ne paierait pas, il peut prendre une petite réserve supplémentaire pour être certain de se faire payer par le client. À cela, forcément, va s'ajouter différents agios. Comme vous pouvez le lire à la page 8, les sociétés d'affacturage peuvent proposer différents services au choix de l'entreprise, forcément moyennant rétribution financière. La première et la plus simple, c'est la gestion du poste client. Ensuite, ce que je viens de vous expliquer, le rachat des créances. Enfin, une société d'affacturage peut aussi jouer le rôle d'une assurance crédit. N'oubliez pas une chose, si jamais le facteur rachète la créance d'un client, il en assumera totalement le risque en cas de non-règlement. C'est pour cette raison qu'il va se réserver ce que l'on appelle un fonds de réserve. Et des fois, cela peut même aller plus loin. Il peut y avoir aussi un fonds de garantie.
Alors pour vous, au niveau du DCG, simplement savoir en quoi consiste l'affacturage, c'est largement suffisant. On ne vous parlera pas des fonds de réserve, fonds de garantie. Il faudra donc bien retenir qu'en cas de difficulté de trésorerie, l'entreprise peut vendre ses créances à une société d'affacturage qui lui paiera généralement 90% de la somme que les clients devaient, mais au moins on est certain d'être payé rapidement. Ensuite, la société d'affacturage se débrouillera comme elle veut pour réussir à être payée au moins des 90% pour ne pas perdre d'argent, mais surtout essaiera d'aller au-delà pour réaliser un profit. N'oubliez pas que les sociétés d'affacturage sont spécialisées dans le recouvrement des créances. Ils ont des compétences au niveau de la négociation avec les clients bien supérieures généralement aux trésoriers de l'entreprise. Portons un regard maintenant sur les New CP, ce qui signifie Negotiable European Commercial Paper. Il s'agit de titres de créance négociables d'une durée qui peut aller de 1 journée à 1 an. Avant 2017, on appelait les New CP des billets de trésorerie. Or, depuis une réforme qui date de fin 2016, ces titres ont fusionné avec les certificats de dépôt émis par les banques. Les bons du Trésor garderont leur appellation bons du Trésor, bien qu'il s'agisse également de New CP. Alors, pour émettre un New CP, une société doit avoir l'agrément de la Banque de France. Ensuite, le montant minimum de chaque NECP est de 150 000 euros. Donc, c'est vraiment les grandes entreprises qui sollicitent ce type de NECP pour financer un besoin de trésorerie. Mais également, le produit qu'elle va émettre doit être noté par une agence de notation. Pour émettre des NECP, il faut que la société ait au moins 2 années d'existence. Cette notation est censée rassurer les investisseurs, ceux qui vont acquérir le NECP, sur la solvabilité de l'entreprise, sur ses capacités à pouvoir rembourser le NECP à l'échéance. Forcément, des intérêts vont être associés à l'émission de ce New CP. Je suis une grande entreprise, j'ai un énorme besoin de trésorerie actuellement, donc j'émets un ECP. Au remboursement du ECP, donc entre 1 jour et 1 an, je verserai en plus des intérêts que l'on appelle post-comptés parce qu'on les versera à l'échéance. Généralement, l'intérêt qui est proposé avec ce NECP est proche du marché monétaire, c'est-à-dire que le taux proposé est généralement indexé sur le taux EONIA, donc le taux de refinancement des banques au jour le jour, ou alors sur le taux Euribor à 1 mois, 3 mois, 1 an, selon la durée de votre NECP. Par le passé, les NECP qu'on appelait en fait des billets de trésorerie étaient en priorité acquis par d'autres entreprises qui, eux, avaient un excédent de trésorerie. Aujourd'hui, c'est plutôt des investisseurs institutionnels qui vont acheter ces NECP, par exemple des banques, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des caisses de retraite. Actuellement, les entreprises qui ont un besoin de trésorerie à court terme et qui veulent émettre des NECP rencontrent quelques difficultés, puisque les grands investisseurs institutionnels, avec la crise du Covid-19, sont un peu frileux. Alors, comme vous pouvez le voir, beaucoup de petites sociétés souffrent énormément à cause de la pandémie du Covid-19. Aussi, l'État, dans une action commune avec les régions, a décidé de mettre en place un fonds de solidarité permettant d'apporter une aide à la trésorerie de l'entreprise d'un montant de 1 500 euros. Alors forcément, il va y avoir des conditions. La condition qui est forcément la plus évidente, c'est qu'il y ait une fermeture administrative. Exemple, une société qui organise des mariages, elle ne peut plus exercer son activité durant le Covid-19, c'est un peu normal qu'elle touche une aide de 1 500 euros. Ou un restaurant, un petit restaurant qui a dû fermer à cause du Covid-19, c'est la même chose. Alors attention, il y a quand même d'autres conditions. Vous voyez, il faut avoir subi une perte d'au moins 50% de chiffre d'affaires en avril 2020 par rapport à avril 2019. Comme vous pouvez le constater, l'aide est de 1 500 euros et elle est versée par la Direction générale des finances publiques. Mais l'aide peut monter également à 5 000 euros, c'est-à-dire avoir un complément. Dans ce cas-là, c'est versé par les régions.
Il y a une autre mesure qui a été mise en place par l'État, c'est en fait le PGE, le prêt garanti par l'État. Et il est possible que certaines entreprises ne puissent en bénéficier. Donc dans ce cas-là, si elles peuvent présenter un justificatif de refus bancaire pour le PGE, elles peuvent demander l'aide supplémentaire qui va de 2 000 à 5 000 euros. C'est ce qui est indiqué d'ailleurs dans mon poli à la page 11. Le PGE est un prêt garanti par l'État. En effet, une entreprise dont la trésorerie est impactée par l'épidémie de coronavirus peut demander un prêt garanti par l'État, quelle que soit sa taille et son statut. Cette aide s'applique en fait jusqu'au 31 décembre 2020. Alors comment ça se passe? En fait, l'entreprise doit se rendre chez sa banque habituelle pour avoir un préaccord. La démarche se fait ensuite en ligne auprès de la BPI, la Banque publique d'investissement, qui va donner un numéro à l'entreprise. L'entreprise communique ce numéro à la banque qui peut alors débloquer le montant du prêt. La BPI va garantir à la banque qui vous a accordé le prêt d'être au moins remboursé à 90% du prêt. Elle se porte garant. La BPI s'engage en fait de son côté à rembourser la banque à hauteur d'environ 90% si jamais l'entreprise venait à faire faillite ou serait dans l'incapacité de rembourser ce prêt. Le montant maximum de ce prêt peut représenter 3 mois de chiffre d'affaires de la société. Vous l'avez compris, ce prêt est vraiment un cadeau pour les sociétés qui ont un manque de trésorerie actuellement, notamment aussi au niveau du remboursement. Il n'y a aucun remboursement qui est exigé la première année. Ensuite, le taux d'intérêt qui est fixé par rapport à ce prêt est très faible, 0,25 à 0,50 selon la durée du prêt. Voilà, d'autres mesures ont également été prises par le gouvernement pour aider les sociétés à passer la crise du Covid-19 et notamment à résoudre leurs problèmes de trésorerie. Attention, d'ici le DCG, d'autres mesures pourraient arriver. Justement, pour aider les sociétés à gérer leurs problèmes de trésorerie et notamment à gérer leurs relations avec les clients, de nombreux créateurs de logiciels ont créé des outils informatiques permettant de gérer justement la relation client. C'est ce qu'on appelle des logiciels CRM. Ce sont en fait des applications informatiques, des progiciels qui permettent de traiter des fois directement avec le client, que ce soit sur la partie vente, la partie marketing, la partie service, et qui permettent aussi, par exemple, je connais une société qui s'en sert pour bloquer certains clients quand elle sait que ce sont des mauvais payeurs. Ainsi, le commercial, lorsqu'il démarche cette société, ne peut créer le dossier client car il a été bloqué par le service comptable. Ces logiciels fonctionnent à partir d'une base de données et plusieurs intervenants peuvent y avoir accès à partir d'un système de mots de passe. Nous allons maintenant nous intéresser au coût de ces différents modes de financement. Nous sommes arrivés à la page 14 du poli. Le TAEG, ou taux annuel effectif global, qui était appelé jusqu'en 2016 le taux effectif global TEG, dans certains manuels il est encore appelé TEG, est en fait un taux qui comprend, en plus des intérêts qui sont pratiqués par exemple sur un découvert, l'ensemble des autres frais qui peuvent venir s'additionner au montant des intérêts qui vous sont demandés, par exemple des frais de dossier, des frais d'assurance. Les établissements de crédit ont l'obligation d'indiquer le TAEG dans leur publicité, les offres préalables de crédit et dans les contrats de prêt. En l'absence de mention de ce TAEG dans le contrat, ou en cas de mention d'un TAEG erroné, le juge peut annuler totalement ou partiellement les intérêts demandés par l'établissement bancaire. Le TAEG représente en fait le taux maximum qui est demandé par la banque pour vous proposer un prêt ou vous accorder un découvert car il comprend l'ensemble des charges. Attention, ce taux ne peut pas être supérieur au taux de l'usure. Le taux ou le seuil de l'usure est le taux annuel effectif global, donc le fameux TAEG, maximal auquel un prêt peut être accordé. C'est la Banque de France qui fixe le taux de l'usure à partir des taux effectifs moyens
pratiquées par les établissements de crédit. À ce taux trouvé, elles vont rajouter un tiers. Nous allons à présent davantage nous intéresser aux taux proposés par les banques lorsque nous les sollicitons pour obtenir un découvert bancaire ou un prêt. Tout d'abord, nous allons voir le taux de base bancaire. Il s'agit du taux d'intérêt minimum annuel fixé par les banques. Il sert de référence au calcul du crédit consenti aux entreprises et aux particuliers. Ce taux prend forcément en compte le taux de refinancement des banques, le taux Eonia et le taux Euribor, mais chaque banque peut fixer librement son montant de base pour ses opérations. Finalement, on peut dire qu'il s'agit du taux d'intérêt minimum qu'une banque est autorisée à facturer à ses clients. Donc forcément, ce sera généralement les meilleurs clients qui pourront bénéficier de ce taux le plus bas possible. Ainsi, lorsqu'une entreprise voudra accorder un prêt ou par exemple un découvert à une entreprise, elle disposera de deux seuils. Le premier, le seuil plancher, c'est-à-dire le taux de base bancaire, le TBB, et un taux plafond qui correspond au taux de l'usure. Page 16, vous avez ensuite différentes commissions qui peuvent être appliquées. Je vous demande de les connaître. Nous allons maintenant réaliser l'application numéro 1, page 16. La formule qu'il y a juste au-dessus, nous allons l'étudier lorsque nous réaliserons un exercice qui l'utilisera. On a ici une entreprise qui demande à sa banque apparemment un découvert ou un crédit, ce n'est pas précisé, sachant que le taux de base bancaire minimum pour les bons clients est de 4%. La banque va ici appliquer en plus une commission catégorielle et une commission spécifique. Il suffit simplement de les additionner et nous allons trouver un taux appliqué, donc réponse à la question 1, de 5,65%. Concernant la question 2, quel est le spread sur ce taux? Le taux de base bancaire est de 4%. Le spread, c'est la différence entre nos 5,65 et les 4%. Donc on a ici un spread de 1,65%. C'est-à-dire la marge que va se prendre la banque par rapport à la catégorie du client, c'est-à-dire le risque propre à ce type de client. Nous nous intéressons maintenant aux dates de valeur dans le système bancaire. Comme vous pouvez le lire, une date de valeur, c'est en fait la date à laquelle l'opération sera constatée sur votre compte bancaire. À titre d'exemple, vous déposez un chèque le jeudi soir vers 19 h à votre banque. Votre compte ne sera vraiment crédité que le lundi de la semaine suivante. Généralement, lorsque vous avez un virement ou lorsque vous déposez de l'argent sur votre compte ou que vous encaissez un chèque ou une remise d'effet à l'escompte ou à l'encaissement, quand vous devez percevoir cet argent, la banque vous le pose sur votre compte, vous le dépose sur votre compte quelques jours plus tard. Ce n'est pas le jour même, le jour de l'opération. Dans le sens inverse, lorsque vous tirez sur votre compte, soit c'est le jour de l'opération, soit il arrive que ce soit la veille, date d'opération -1. Pour les découverts bancaires, lorsque l'on calcule le nombre de jours où vous avez été à découvert, il faut prendre le nombre de jours exact. Ni un jour de plus, ni un jour de moins. Il faut donc bien faire une distinction entre la date d'opération, qui peut correspondre au jour et à l'heure de votre dépôt, et la date de valeur, c'est-à-dire la date où vous percevrez réellement l'opération sur votre compte, où l'opération sera réalisée sur votre compte, et c'est-à-dire aussi la date à partir de laquelle sera calculés les intérêts. Toutes ces conditions-là peuvent bien sûr être négociées avec la banque. Il faudra ensuite bien faire une distinction entre différentes terminologies comme les jours ouvrés, les jours ouvrables, les jours de banque que vous avez marqués en bas de la page 17. Mais également l'heure de caisse. Donc l'heure de caisse est l'heure à partir de laquelle la date de valeur d'une opération est reportée au jour suivant. Comme dans notre heure tout à l'heure, vous arrivez à votre banque à 19 h, forcément vous pouvez déposer votre chèque, mais l'opération commencera à être enregistrée seulement le lendemain. Nous allons traiter l'application numéro 2. Il s'agit ici d'un cas d'un découvert bancaire pour la société Sharpix. Le découvert bancaire a lieu entre le 20 mai inclus et le 26 mai inclus, ce qui donne une durée totale de 7 jours. Le taux proposé par la banque est de 5%, donc le montant du découvert est de 55 000 € fois 5%, fois le nombre de jours divisé par 360, ce qui nous donne des agios, des intérêts bancaires de 53,47 €. Ensuite, nous allons appliquer une commission du plus fort découvert. Donc il s'agit du découvert le plus important concernant la période. On n'a pas d'indication, donc on peut supposer
que le découvert le plus important est de 55 000 euros. Donc 55 000 euros fois 0,05% va nous donner 27,50 euros. Ici, il n'y a pas d'application de durée. On nous demande maintenant de trouver, pour la question 5, le taux réel de ce crédit, ou en fait le coût de revient de ce manque de trésorerie. Alors on a un problème en fait parce qu'on a d'un côté 5%, donc c'est facile à trouver, et de l'autre 0,05, mais on n'a pas de durée pour le 0,05 puisque c'est pour toute la période. Donc à cause de ce manque d'informations sur la durée, on va être obligé de recalculer en fait le vrai taux d'intérêt, qui n'est pas 5 plus 0,05%. Donc je vais appliquer la formule que vous aviez dans le cours. La question 3 et la question 4 nous ont permis de calculer d'un côté les intérêts débiteurs qui étaient de 53,47 et la commission du plus fort découvert de 27,50. Lorsque j'additionne les deux, cela me donne un coût total de financement de 80,97 euros. J'applique la formule, donc 80,97 euros égale le capital obtenu. J'ai été à découvert. Pendant le découvert, on m'a fourni 55 000 euros, multiplié par le nombre de jours de découvert, correspond à 7 jours, fois le taux que je recherche, divisé par 360. Je résous l'équation et je trouve en fait un taux de 7,57. C'est normal puisque pour la commission du plus fort découvert, il n'y a pas de durée. Donc même si le pourcentage n'est pas très important, cela nous coûte quand même pas mal d'argent. Il est temps à présent de se tourner vers les effets de commerce. Alors, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est forcément les effets qui vont être remis à l'escompte, puisqu'à l'encaissement, on va attendre la date d'échéance. Donc, j'anticipe pas du tout une rentrée de trésorerie. Moi, mon but, c'est, si j'ai un problème de trésorerie, c'est de remettre un effet à l'escompte afin de percevoir avant le montant de cet escompte. Alors, forcément, on va nous retirer des frais. Alors, ces frais s'appellent des commissions. Alors, on a différentes commissions. Vous avez des commissions d'endos, des commissions catégorielles, des commissions spécifiques. Alors tout ça se calcule aussi forcément par rapport au nombre de jours où nous demandons pour anticiper la réception du versement du client par rapport à son effet. Application numéro 3, on nous demande de calculer le coût de l'opération, donc c'est-à-dire le montant des intérêts totaux que je vais verser. Dans cette application, nous sommes le 19 mai et nous allons remettre à l'escompte deux effets échéants le 11 juin. Première chose à faire, calculer le nombre de jours entre le 19 mai et le 11 juin. J'ai trouvé un nombre de jours de 23. Alors généralement, le premier jour, donc le 19 mai, nous ne le comptons pas. Donc du 19 au 31, il y a en fait 12 jours. Je rajoute 11 jours du mois de juin, cela fait 23 jours. Autre possibilité de calcul, vous prenez en compte le 19 mai, donc du 19 au 31 mai, cela fait 13 jours, plus les 11 jours de juin, cela fait 24 jours. Mais vous retirez un jour de banque, comme on appelle, ce qui donne 23 jours. Ensuite, la banque prend 2 jours de banque, ce qui nous donne finalement 25 jours, c'est-à-dire les 23 jours, le temps écoulé entre le 19 et le 11 juin, et les 2 jours de banque demandés par la banque. Ce qui nous fait un calcul d'intérêt du montant de 3500, c'est-à-dire l'addition de mes deux effets, fois 25, c'est le nombre de jours, multiplié par les deux taux que je peux additionner, les 6,40 et les 0,60%, le tout divisé par 360. Je trouve 17,01 euros. La banque, pour manipuler les effets, demande 3 euros par effet, soit un total de 6 euros. Le coût total de l'opération est donc de 23,01 euros. Pour la question 8, il faut imaginer que si nous avions attendu l'encaissement, nous aurions dû attendre 4 jours de plus par rapport à la date d'échéance. En effet, la banque nous remettrait seulement les fonds sur notre compte 4 jours après. C'est marqué plus 4 jours calendaires. Ainsi, nous allons percevoir une certaine somme d'argent le 19 mai, mais en fait, nous aurions dû attendre le 11 juin plus 4 jours, c'est-à-dire le 15 juin, pour percevoir une autre somme d'argent. On nous demande donc de comparer ces deux sommes d'argent. On compare en fait la remise à l'escompte avec la remise à l'encaissement et on cherche à trouver le taux réel de ce crédit. J'ai réalisé ce petit schéma explicatif afin de bien vous montrer qu'entre une remise à l'escompte et une remise à l'encaissement,
Ici, dans notre situation, il y avait bien 27 jours d'écart, soit 13 en mai, 15 en juin. Je retire toujours un jour car on ne compte pas le 19 mai. Nous avons donc 27 jours. Le 19 mai, nous percevrons en valeur nette 3 476,99 €, soit les 3 500 € d'effets remis à l'escompte, moins les agios. Il me reste à appliquer la formule que nous avons déjà utilisée lors de l'exercice précédent. Les intérêts totaux versés sont ici de 23,01. Le capital obtenu, 3 476,99. La durée réelle du placement est de 27 jours, c'est-à-dire la différence entre la date de remise à l'escompte et la date à laquelle nous aurions dû réellement percevoir cet argent, qui aurait dû être le 15 juin. Ensuite, je multiplie par le taux recherché, c'est ce que je cherche en fait, le fameux T de l'équation, et je divise par 360. Nous trouvons ici un taux réel recherché où le coût de revient de ce manque de trésorerie de 8,82%. Vous lirez la page 19 concernant les négociations des conditions de financement. En effet, le trésorier a quand même un rôle très important dans l'entreprise. C'est à lui d'essayer de négocier les meilleures conditions de financement auprès de sa banque, quitte à renégocier et quitte aussi à changer de banque. Nous terminons cette vidéo avec l'application numéro 4, page 20. Alors ici, on a un crédit spot. Alors logiquement, les crédits spot, forcément, ça va être des gros montants, même au-dessus de 300 000 €, puisque logiquement, c'est des montants de 700 000 €. On ne va pas négocier un crédit spot de 300 000 €. Ici, c'est un exercice, donc on l'applique. Donc on a un crédit spot de 300 000 € et on nous demande de calculer le coût du crédit en euros. Donc combien cela va nous revenir en montant en fait. On a un petit piège par rapport à d'habitude, c'est qu'ici on a des intérêts qui sont précomptés, donc qui sont versés d'avance. Je demande un crédit de 300 000 €. En fait, je n'aurai pas tout à fait 300 000 € parce qu'on va me retirer une certaine somme directement. Donc j'aurai 300 000 moins les intérêts à la date du 1er octobre. On demande un crédit, donc dans ce cas-là, il faut prendre exactement le nombre de jours. Entre le 1er et le 31 octobre, il y a 31 jours. Je rajoute un jour de banque, comme c'est indiqué dans l'énoncé. Cela donne donc 32 jours. Je vais donc demander 300 000 € multiplié par 32 jours divisé par 360 fois le taux d'intérêt proposé de 1,9%. Cela donne 506,66 €. La question suivante, comme les intérêts sont précomptés, forcément, c'est pas 300 000 qu'on a au départ, c'est 299 493,34, soit un coût de ce crédit de 506,66. Nous allons encore utiliser la formule habituelle pour calculer le coût de revient de ce crédit spot, soit le montant des intérêts, 506,66, égale le capital obtenu, 299 493,34, fois le nombre de jours, 32 jours, entre la date où nous percevrons l'argent et la date où nous le rembourserons, fois le taux que nous cherchons, divisé par 360. Ce qui fait un coût réel de ce crédit de 1,90%, soit un peu plus que le taux initial. Plus précisément, ici nous avons 1,9032%, alors que le coût initial était de 1,90. Pour mardi, vous pouvez réaliser les applications suivantes, à savoir l'application 5 et l'application numéro 6.